Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir la sombre histoire de Daniel, un patron de bar tué d'une balle dans le dos. Un crime mystérieux qui plongera les gendarmes de Mimizan dans une enquête complexe. Il y a 6, 7, 8 personnes qui peuvent être susceptibles d'être impliquées dans ce dossier. Il y avait plusieurs hypothèses, même beaucoup d'hypothèses. Un amant est conduit, un créancier mécontent, un rôdeur. Il y avait beaucoup de possibilités. Nous sommes à Mimizan, une station balnéaire touristique de 6900 habitants, située dans les Landes. La commune est connue pour ses plages de sable fin et ses forêts de pins. Dès les beaux jours, les touristes y affluent pour admirer son décor de cartes postales. Mimizan est une ville côtière, une ville de tourisme qui a une activité intense tout l'été et qui l'hiver vivote avec une certaine partie de la population qui affairée l'été est là en stand-by en attendant que les touristes reviennent. Pourtant, le soir du 23 septembre 2004, vers 22 h, la ville paisible de Mimizan va se retrouver dans la tourmente. On est dans la pénombre et il y a une détonation qui retentit. Une femme descend de l'appartement au rez-de-chaussée, trouve son mari gisant par terre en train de convulser et elle va tout de suite appeler les secours. Arrivés sur place, pompiers et gendarmes se précipitent auprès de la victime qui est toujours vivante. Les secours tentent alors de la réanimer, en vain. Malheureusement, ils ne pourront que constater le décès de la personne qui gît par terre dans son sang. Et cette personne n'est autre que le propriétaire du bar qui est situé sur place où les pompiers viennent d'arriver, puisque le propriétaire avait son logement qui était juste au-dessus de son commerce. Christine est sous le choc. Elle vient de perdre son mari Daniel. Il avait 54 ans. Alors, que s'est-il réellement passé en ce début d'automne 2004 à Mimizan? Qui peut bien en vouloir au patron de bar? Et pour quelle raison l'avoir exécuté de la sorte? À Mimizan, les gendarmes procèdent aux premières constatations. Visiblement, le patron du bar a reçu une balle dans le dos. Sur place, au moment du drame, Christine, la femme de la victime, est interrogée. Elle va indiquer qu'elle était à l'étage avec sa fille qui dormait et qu'elle avait pris un somnifère et qu'elle était effectivement alitée, qu'elle a été réveillée par le bruit de la détonation. Toujours avec l'aide de Christine, les enquêteurs tentent alors de retracer les dernières heures de Daniel. Comme à l'accoutumée, le patron du bar va fermer le bar une fois que les derniers habitués auront décidé de partir. Et puis il va traverser la petite cour de gravier, allumer la lumière de la porte et du couloir qui le mène à l'étage pour monter dans son appartement, rejoindre femme et enfants. Mais Daniel n'aura pas le temps d'arriver chez lui, abattu froidement, dans le dos, par son agresseur. Les enquêteurs n'en sauront pas plus. Ils libèrent Christine, qui s'empresse d'alerter sa famille. J'étais tranquillement à mon domicile, installé avec ma conjointe et sa maman à l'heure du repas. Le téléphone a sonné et j'ai été contacté par Christine qui m'a appelé pour m'indiquer qu'on avait tiré sur mon père et qu'il fallait que je me rende de suite à Mimizan. Emmanuel, alors âgé de 25 ans, est le fils aîné de Daniel,
né d'une première union. Il habite à quelques kilomètres de Mimizan et arrive immédiatement sur place. Quand je suis arrivé, j'ai vu des cordons qui protégeaient la scène avec interdiction de s'en approcher. J'ai vu des gendarmes, je les ai interrogés pour savoir donc, ce qui s'était passé. Et là, un médecin du SAMU est arrivé et nous a informé donc, du décès de mon père. Pour l'entourage de Daniel, c'est l'incompréhension. Chacun essaye alors de trouver une explication. On pense à un braquage, on pense oui, à toute possibilité par rapport à l'argent. Voilà, c'est la pensée qu'on avait prioritairement. Le principe du braquage d'un bar n'a rien d'aberrant. D'abord parce que ce sont des endroits où on dépense en liquide. D'autre part parce que c'est un bar où il y a une habilitation, une licence jeu. Autrement dit, beaucoup d'argent liquide qui circule. Et on pourrait imaginer effectivement qu'un cambrioleur quelconque, qu'un voleur de fortune puisse être intéressé par la sortie d'un bar. Mais les investigations des gendarmes vont mettre à mal cette première hypothèse. On retrouve de l'argent sur Daniel, on retrouve les clés du bar sur lui. Et les enquêteurs, en entrant dans le bistrot, vont s'apercevoir que rien n'a été fouillé, la caisse est intacte, les billets sont là, rien n'a été dérobé, il n'y a aucune trace de fouille nulle part. L'hypothèse du braquage est donc écartée. À cet instant, les enquêteurs n'ont ni arme du crime, ni même un témoin qui aurait pu apercevoir un quelconque suspect. Mais au vu des faits, une piste se dessine. Manifestement, pour avoir été tiré comme ça dans le dos, à une heure assez tardive, alors qu'il venait d'allumer la lumière dans sa cour, forcément, le tireur connaissait les habitudes de ce commerçant. Alors, le tireur est-il un proche du patron du bar ou bien un habitué? Quelqu'un avait-il une raison de supprimer Daniel? Et que vont découvrir les enquêteurs en se penchant sur le profil de l'homme de 54 ans? De l'hôtel bar restaurant. Alors qu'ils travaillaient tous deux à l'usine, le couple s'unit et se reconstruit après un passé tumultueux. Ils ont des destins qui sont étonnamment parallèles. L'un comme l'autre a perdu son conjoint dans des conditions prématurées, accidentelles pour Daniel et de maladie pour Christine. Ils ont formé ce couple qui avait envie de sortir, je pense, d'une situation peu enviable d'ouvrier à l'usine. Et bon, c'était le moyen de s'élever que d'acheter ce fonds à tous les deux. Et donc, ils ont tout pour former une famille, une nouvelle famille. Véritable personnalité, Daniel attire la clientèle. Et très vite, le commerce fonctionne. Daniel, le patron du bar, c'est une figure sympathique. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui a un relationnel très affectif avec l'ensemble de la clientèle qui lui est plutôt habituée, avec des gens qui lui font confiance. C'est une clientèle bigarrée, effectivement, clientèle qui porte des surnoms, qui renvoie des films policiers des années 50 ou à du Audiard. Il y a le Zouave, il y a le Marseillais, il y a le Mécano, il y a la Boule, il y a Ma Pomme, enfin voilà. Des surnoms qui sont un peu passés de mode et une faune qui joue un peu à se faire peur, de toute évidence. Mais ces hommes seraient-ils allés jusqu'à commettre l'irréparable? C'est ce que les gendarmes vont tenter de savoir en interrogeant les différentes connaissances de Daniel. On va passer en revue sa propre famille et l'intégralité des habitués et de la clientèle du bar. Ce qui va faire beaucoup de personnes à entendre,
avec beaucoup de versions diverses et variées. Il va ressortir de l'interrogatoire des habitués la confirmation d'une gestion un peu calamiteuse de ses affaires par Daniel, puisque pour pouvoir maintenir à flot son bar, il a été contraint d'emprunter de l'argent un peu à droite à gauche, ce qui constitue des mobiles évidemment dans l'esprit des enquêteurs. En moins de 24 heures, la liste des suspects est conséquente pour les enquêteurs. Daniel a emprunté de l'argent à de nombreux clients et proches. Des sommes non remboursées qui pourraient monter jusqu'à 8 000 €. Mais les suspects ne sont pas inquiétés. On va découvrir très rapidement que soit il n'était pas là le jour des faits, ou qu'il n'y avait pas de raison majeure de le tuer. Donc ils n'ont rien à voir dans le dossier manifestement. En revanche, au fil des interrogatoires, un nom revient souvent. Un nom qui va rapidement intéresser les enquêteurs. Il apparaît une personne dite le mécano, qui est Jacques, lequel apparaît comme le nouvel amant de Christine. Concernant cet élément, Christine est à nouveau entendue par les enquêteurs. Christine va nier sa relation avec Jacques. Elle reconnaît une vie un peu tumultueuse. Elle reconnaît un amant régulier avec lequel elle aurait rompu quelques mois auparavant. Alors, qui est Jacques, dit le mécano? Quel lien a-t-il véritablement avec Christine et Daniel? Les enquêteurs de Mimizan sont-ils face à un crime passionnel? Deux mois après le meurtre du patron de bar, le tueur est toujours dans la nature. Tout comme l'arme du crime. À cette étape de l'enquête, les gendarmes se penchent sur le profil de leur suspect numéro 1, Jacques, dit le mécano. Jacques est arrivé assez récemment dans cette société déjà constituée d'habitués du bar. Il est mécanicien. Il a, semble-t-il, monté dans un village tout proche une activité de mécanique. Il a une présence assez imposante physiquement, et puis il est assez sûr de lui. Il s'est imposé petit à petit dans le café. Alors quand j'y venais, quand j'étais présent, il se faisait discret. Quand il m'apercevait, il repartait. Mais j'ai appris par la suite qu'en mon absence, il avait plutôt tendance à s'imposer, voire à passer derrière le bar et à se comporter presque comme le patron du bar. Il apparaît clairement que Jacques connaît bien Daniel. Habitant dans la ville voisine, il passe au café presque tous les jours de la semaine, après le travail. Quant à l'étude de son casier judiciaire, il interpelle les enquêteurs. Il va s'engager dans l'armée à 17 ans pour déserter purement et simplement, illégalement, dans les 2 ans qui vont suivre. Il collectionne 11 condamnations à ce soir-là à Mimizan. A priori, Jacques a un alibi. Les enquêteurs veulent alors en savoir plus sur la véritable nature de la relation entre les 2 amants. Ils vérifient les conversations téléphoniques passées entre Christine et Jacques la semaine du crime. 3 jours avant le décès de Daniel, Christine et Jacques vont se téléphoner 72 fois. Et à partir du 23 septembre, c'est-à-dire à partir de la mort de Daniel, dans les 3 jours qui vont suivre, il ne va plus y avoir qu'une seule communication téléphonique, ce qui évidemment interpelle. Ce changement d'habitude questionne. D'autant plus que les jours qui suivent le meurtre de Daniel, les 2 amants se sont visiblement rapprochés. De façon peu opportune et je dirais peu discrète, Jacques aura pris un logement pour s'installer avec Christine
Alors, pas à Mimizan, plus loin, dans une ville avoisinante, mais effectivement, ça intrigue énormément les enquêteurs et qui trouvent qu'elle se console assez vite du décès de son mari. Et ce n'est pas tout. En s'intéressant au patrimoine financier de Christine et Daniel, les gendarmes tombent sur un document qui les intrigue tout particulièrement. On découvre qu'une assurance vie avait été souscrite par Daniel quelque temps auparavant et que la seule et unique bénéficiaire de cette assurance vie, c'est Christine. Et que le montant de l'assurance vie peut permettre d'éponger les dettes du bar. Alors, Christine aurait-elle fomenté le meurtre de son mari? Son amant, Jacques, aurait-il servi de bras armé? Les enquêteurs réussiront-ils à délier le vrai du faux des différentes versions et connaître, enfin, la vérité? À Mont-de-Marsan, les enquêteurs du groupement des Landes reprennent le dossier. Face à tous les éléments, les amants sont placés en garde à vue. Jacques, dit le mécano, est le premier à parler. Rapidement, il admet être l'amant de Christine, ce qui est un secret de polichinelle quand même, parce que, voilà, c'est pas le premier, et c'est une actualité que tout le monde connaît. Néanmoins, il va mettre à distance tout ce qui peut le lier à cet homicide. Si Jacques avoue être l'amant de Christine, il nie formellement son implication dans le meurtre de Daniel. Alors, les enquêteurs le confrontent aux écoutes téléphoniques et sa réaction ne se fait pas attendre. Il reconnaît très vite les faits en disant « oui, c'est moi qui ai tiré ». Et il donne un certain nombre de détails où se trouvait le fusil qu'il a été cherché dans la voiture qui appartient à Christine. L'arme est une carabine 22 long rifle. Il l'a achetée chez un marchand d'armes 4 ans auparavant. Quant au scénario du crime, rien n'a été laissé au hasard. Il va guetter, grâce à diverses surveillances, l'heure prévisible de sortie de Daniel de son bar. Il va attendre, appuyé contre une voiture, que celui-ci soit en situation d'être tiré. Sa description est très glaçante puisque on peut imaginer un tireur très anxieux, très nerveux, et pas du tout. Il est tellement détaché, tellement calme, qu'il avoue s'être assoupi contre la roue de la voiture et n'avoir été réveillé que par le crissement des pas de Daniel sur le gravier de la cour. De son côté, Christine passe également à table. Selon ses dires, elle était au courant que son amant voulait tuer son mari, mais elle ne pensait pas qu'il passerait à l'acte. Elle va dire donc que Jacques l'a fait tout seul, par amour pour elle. Il avait remarqué les dissensions dans son couple, la quasi-ruine du commerce. Et donc Jacques, en bon chevalier blanc, a décidé de trucider le mari. Quant au mobile du crime, les enquêteurs ont leur petite idée. Les motivations de l'un et de l'autre sont différentes mais convergentes. Pour Jacques, c'est de devenir un petit peu calife à la place du calife, c'est de récupérer un statut de patron parce que c'était pas lui, c'était de pouvoir être le légitime de Christine parce qu'il ne l'était pas, il n'était que l'homme de l'ombre, d'avoir un statut officiel et effectivement de vivre au grand jour l'amour qu'il avait pour cette femme. Pour Christine, ça pourrait être différent. On peut dire que le mobile financier
et, on va dire, le mobile principal, se débarrasser peut-être facilement d'un époux qu'elle n'aimait plus, qu'elle ne respectait plus, et qui plombait les finances du couple, et puis qu'elle n'avait plus du tout envie de voir dans son lit. À l'issue de leur garde à vue, Jacques est mis en examen pour meurtre avec préméditation et Christine pour complicité. Pour Emmanuel, le fils de Daniel, c'est un véritable coup de massue. C'est une chape de plomb qui tombe et les informations que nous recevons sont effectivement pour moi comme un coup de poignard, comme une gifle. C'est quelque chose que nous n'avons pas vu venir. L'acceptation qu'elle refasse sa vie, germer à peine, le fait qu'elle ait eu des amants, enfin voilà, mais qu'ils soient eux, les personnes qui ont eu ce souhait donc d'ôter la vie à mon père, c'était, oui, terrible, terrible. C'était très difficile à encaisser. Alors, Jacques a-t-il vraiment décidé de tuer Daniel de sa propre initiative, sans l'aide de Christine? Les deux amants auront-ils la même version des faits face aux jurés? Et quel sera leur verdict? Le 1er juin 2007, plus de 2 ans après l'assassinat de Daniel, le procès des deux amants s'ouvre devant la cour d'assises de Mont-de-Marsan. Pour la toute première fois depuis leur arrestation, Christine et Jacques se retrouvent confrontés à la famille de la victime. J'avais pas une volonté délibérée que justice soit faite, voilà, j'avais confiance parce que pour moi le dossier était tellement lourd et ficelé, voilà, il y a eu des aveux, enfin, il y avait un dossier qui pour moi devait conduire un procès qui permettait justement d'avoir une justice équitable par rapport à l'événement. Alors que les deux accusés ont livré des témoignages différents lors de leur garde à vue, les proches de Daniel attendent des réponses claires quant à leur motivation. Jacques va faire une déclaration au début de procès indiquant qu'il dirait toute la vérité et part très rapidement dans des versions complètement loufoques qui vont rendre plus compliqué la capacité du ministère public et des parties civiles à caractériser le rôle exact de Christine. Appelée à son tour à la barre, la femme de la victime va donner une image d'elle très intrigante. Elle a été au procès ce qu'elle est dans la vie. Une femme de tête, une femme de caractère, une femme forte, une femme froide, une femme qui a beaucoup de ténacité et qui sait très bien où elle veut aller, où elle va et comment faire. On se rend compte que la tête pensante, c'était elle et que c'est elle qui a manœuvré, dirigé les sentiments de Jacques et qu'elle l'a conduit à faire le geste. Le 8 juin 2007, après 6 jours d'audience, Christine et Jacques sont respectivement condamnés à 22 et 25 ans de réclusion criminelle. Des peines qui seront réduites à 15 et 20 ans lors du procès en appel, 1 an plus tard. Je me dis que voilà, c'est peu donné pour quelqu'un qui ôte la vie à d'autres. Néanmoins, je pense aussi à ma petite sœur et voilà, donc c'est difficile. Le sentiment est mitigé. Sincèrement, le sentiment mitigé. En 2012, 4 ans après cette dernière condamnation, Christine est libérée. Jacques, quant à lui, est sorti de prison en 2018 grâce aux remises de peine. Il aura passé en tout 14 ans derrière les barreaux. Un immeuble. Pourtant, ni les habitants de la commune, ni la famille de la victime
n'ont oublié l'homme qu'il était. Par rapport à tout ce qui s'est passé, le plus dommageable, c'est que désormais, mes enfants ne verront pas leur grand-père, ils ne le verront jamais. Mais j'essaie de garder le sourire, un peu d'humour, voilà. Respecter les autres aussi, parce que ce que mon père faisait quand même. Crime se dirige maintenant à une centaine de kilomètres à l'est de Bordeaux, dans la ville de Périgueux. Au printemps 2012, une sordide affaire de pédophilie éclate au grand jour. Voici un document inédit pour Crime.